Maman, mon beau-père m'a frappé. Ces mots que ma fille Chloé a prononcés au téléphone m'ont transpercé comme un couteau. J'étais au travail, en train d'examiner des documents de l'entreprise, quand son nom s'est affiché sur l'écran. Il était midi. Chloé ne m'appelait jamais à cette heure-là. Ma fille, que s'est-il passé? Silence. Puis sa voix brisée. Maman, mon beau-père m'a frappé parce que la nourriture était trop salée. Mon mari a tout vu et n'a pas dit un mot. Mon sang s'est glacé. Où es-tu? Chez eux, maman. Je suis enfermée dans la salle de bain. J'ai peur. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je m'appelle Hélène Bernard. J'ai 55 ans. J'ai travaillé toute ma vie comme comptable pour une entreprise textile ici à Paris. J'ai élevé Chloé seule après m'être séparée de son père quand elle avait 12 ans. Il était policier, un homme bien, mais la vie nous a menés sur des chemins différents. Chloé a toujours été une fille calme, obéissante, aimante. Quand elle a rencontré Étienne il y a 3 ans, j'ai voulu croire qu'elle avait trouvé un homme bien. Il venait d'une famille traditionnelle de Lyon. Son père était dur, sec, un de ces hommes qui ne sourient jamais. Mais Étienne semblait différent. J'avais tort. 20 minutes après cet appel, j'étais dans ma voiture, conduisant comme une folle vers leur maison, mais je n'étais pas seule. J'ai appelé Robert, le père de Chloé. Je lui ai tout raconté en 30 secondes. N'en dis pas plus, Hélène. J'arrive. Nous nous sommes retrouvés à 2 rues de la maison. Robert était en uniforme, je portais autre chose. Quand nous sommes arrivés devant leur porte, mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai sonné. Des pas lourds. La porte s'est ouverte. C'était lui, le beau-père de Chloé, le père d'Étienne, un homme grand aux bras épais et au regard froid qui me transperçait. « Que voulez-vous » dit-il avec mépris. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste levé ce que je tenais dans ma main. Et quand il a vu ce que c'était, son visage a changé. Tout a changé. Avant de vous dire ce qui s'est passé ce jour-là devant cette porte, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Car Chloé n'a pas toujours été cette femme effrayée, enfermée dans une salle de bain, terrorisée par son propre beau-père. Il fut un temps où ma fille était libre. Je me souviens de Chloé à 23 ans. Elle venait de terminer ses études pour devenir institutrice en maternelle. Chaque dimanche, elle venait dîner à la maison. Je préparais du poulet rôti, des pommes de terre sarladaises, des haricots verts. Elle arrivait les mains pleines de dessins que ses élèves lui avaient faits. « Regarde, maman, ce petit garçon m'a dessiné avec des ailes. Il dit que je suis un ange. » Elle riait. Elle avait un rire pur, sincère. Elle s'asseyait à la table de la cuisine, buvant son café avec une touche de cannelle, et me racontait ses projets. Elle voulait ouvrir sa propre petite école un jour. Elle voulait voyager, elle voulait être heureuse. Je la regardais là, avec le soleil de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre, illuminant son visage, et je pensais, j'ai réussi. Je l'ai élevée seule, mais j'ai réussi. Chloé ne m'a jamais causé de problème, n'a jamais fait la fête tard, ne m'a jamais menti, ne m'a jamais manqué de respect. C'était une bonne fille, trop bonne, peut-être. Quand son père et moi nous sommes séparés, elle avait 12 ans. C'était dur. Robert travaillait beaucoup. Il n'était presque jamais à la maison. Je me sentais seule. Il se sentait incompris. Il n'y a pas eu de cris, pas de coups, pas d'autres femmes ou d'autres hommes. Il y avait juste le silence. Un jour, il est parti. Je suis restée avec Chloé, mais Robert n'a jamais cessé d'être son père. Il venait la chercher le samedi, l'emmenait au parc, au cinéma, manger une pizza dans un petit endroit qu'ils aimaient tous les deux. Chloé l'adorait, et lui aussi. Au fil des ans, Robert et moi avons appris à être amis. Nous n'étions plus un couple, mais nous étions des parents, et ce lien ne se brise jamais. Chloé a grandi en voyant cela, une séparation digne, sans haine, sans vengeance. C'est peut-être pour ça que, quand elle a rencontré Étienne, elle a cru que tous les hommes étaient comme son père. Bon, au fond, capable de changer. Elle se trompait. Étienne est apparu dans sa vie il y a 3 ans. Chloé travaillait dans une école maternelle du quartier de Montparnasse. Il était comptable pour une entreprise de BTP. Ils se sont rencontrés à une fête d'anniversaire d'un ami commun. La première fois que Chloé m'a parlé de lui,
J'ai remarqué quelque chose dans sa voix, quelque chose de différent. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Ah oui? Et comment est-il? Il est sérieux, travailleur. Il dit qu'il veut fonder une famille. J'ai aimé ça. De nos jours, trouver un homme qui parle de famille est rare. Quand je l'ai rencontré, Étienne a semblé poli. Il est venu chez moi avec des fleurs, m'a serré la main, m'a appelé Madame Bernard avec respect. Il était grand, mince, avec des cheveux châtain clair, des yeux marrons et un sourire timide. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a dit qu'il était de Lyon, que sa famille était traditionnelle, que son père avait été dans l'armée et possédait maintenant une entreprise de pièces détachées automobiles. Il m'a dit qu'il admirait les femmes travailleuses comme moi, qu'élever une fille seule était quelque chose qu'il respectait profondément. Je voulais le croire, mais quelque chose m'a mise mal à l'aise ce jour-là, quelque chose de petit, presque invisible. Quand Chloé est allée à la cuisine chercher plus de café, Étienne m'a regardée et a dit « Madame Bernard, je viens d'une famille où l'homme est le pourvoyeur et la femme s'occupe du foyer. Mais je comprends que Chloé est un travail. C'est bien. Pour l'instant. Pour l'instant. » Ces deux mots me sont restés en tête, mais Chloé était amoureuse, et je voulais la voir heureuse. Ils se sont mariés 1 an plus tard. C'était un mariage simple, dans un jardin du sud de la ville. Chloé portait une robe en dentelle blanche simple mais magnifique. Robert l'a conduite à l'hôtel. J'ai pleuré. Étienne a promis de l'aimer, de prendre soin d'elle, de la respecter. Je l'ai cru. Les premiers mois ont été bons. Chloé venait souvent à la maison. Elle me disait qu'Étienne était attentionné, qu'ils cuisinaient ensemble, qu'ils se promenaient le dimanche. Elle semblait heureuse. Mais lentement, les visites sont devenues moins fréquentes. Maman, c'est juste qu'Étienne veut qu'on passe plus de temps avec sa famille. Oh, bien sûr, ma chérie, c'est bien. Puis elle a cessé de venir le dimanche. Maman, mon beau-père nous invite à dîner tous les dimanches. Il dit que c'est une tradition familiale. Je comprends, ma chérie, mais je te manque, n'est-ce pas? Elle riait, mais ce n'était plus le même rire. Et puis un jour, j'ai remarqué quelque chose sur son visage. Une ombre, une lassitude qui ne venait pas du travail. Chloé, ça va? Oui, maman, je suis juste fatiguée. Mais ses yeux disaient autre chose. Je voulais en savoir plus. Je voulais insister, mais je ne l'ai pas fait. Et ce fut ma première erreur. Car quand une mère sent que quelque chose ne va pas avec sa fille, elle doit agir, elle doit demander, elle doit briser le silence. Je ne l'ai pas fait. Et cette omission, ce silence de ma part, a failli tout coûter à Chloé. Maintenant, debout devant cette porte, avec Robert à mes côtés et cet objet dans ma main, j'ai compris quelque chose. Parfois, l'amour d'une mère ne consiste pas seulement à être là. Il faut être présent, il faut agir. Et ce jour-là, j'allais agir. La première fois que quelque chose n'allait pas, c'était 6 mois après le mariage. Je ne l'ai pas vu à l'époque. Personne ne l'a vu. Mais maintenant, avec le recul, je comprends que tout a commencé là. C'était un samedi après-midi. Chloé est arrivée chez moi à l'improviste. C'était déjà étrange. Depuis qu'elle s'était mariée, elle me prévenait toujours avant de venir. « C'est juste qu'Étienne aime savoir où je suis », me disait-elle. Je pensais que c'était de l'affection, de l'attention. Ce n'était pas de l'affection. Ce samedi-là, Chloé a frappé à la porte avec des mains tremblantes. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Mais quand j'ai demandé si elle allait bien, elle a souri. « Oui, maman, je suis juste venue te voir. » Je l'ai serrée dans mes bras. Elle sentait le savon à la lavande, la maison propre, ce mélange d'eau de javel et d'adoucissant qu'elle utilisait toujours. Mais elle sentait aussi la peur. Je ne sais pas comment l'expliquer. Les mères peuvent sentir la peur sur leurs enfants. Nous nous sommes assises dans le salon. Je lui ai servi un thé glacé. Elle a tenu le verre à 2 mains comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. « Comment va Étienne ?» ai-je demandé. « Bien, il travaille beaucoup. Et ton beau-père ?» Elle est restée silencieuse juste 1 seconde, mais cette seconde a suffi. « Il va bien aussi. Il est exigeant, mais c'est sa façon d'être. » Exigeant. Ce mot aurait dû m'alerter. Puis je n'ai pas voulu voir.
Chloé est restée avec moi tout l'après-midi. Nous avons regardé un vieux film, un de ceux que nous regardions ensemble quand elle était petite. Nous avons mangé du pop-corn épicé, nous avons ri. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que tout allait bien. Mais quand elle est partie, avant de monter dans sa voiture, elle s'est retournée et a dit « Maman, si jamais j'ai besoin de rester avec toi quelques jours, je peux ?» Mon cœur s'est arrêté. « Bien sûr, ma fille. Ce sera toujours ta maison. Pourquoi demandes-tu ça? Pour rien, je voulais juste savoir. » Elle est partie. Je suis restée là, à la porte, la regardant s'éloigner avec une boule dans l'estomac qui n'a pas disparu de toute la nuit. J'aurais dû appeler Robert. J'aurais dû aller chez elle le lendemain. J'aurais dû lui demander ce qui se passait. Je ne l'ai pas fait, parce que Chloé m'avait dit que tout allait bien, et je voulais la croire. Les semaines ont passé. Chloé ne venait plus. Elle n'appelait même plus le dimanche. Je la contactais, mais elle avait toujours une excuse. « Maman, désolée. Mon beau-père nous a invités à dîner. »« Maman, je ne peux pas. Je dois nettoyer la maison. »« Maman. » Étienne veut qu'on rende visite à sa tante. Toujours quelqu'un d'autre, toujours une autre priorité. Et moi, idiote, je pensais, « Eh bien, c'est normal, elle est jeune mariée, elle construit sa vie. » Mais un après-midi, alors que j'étais au supermarché, j'ai vu Chloé. Elle était au rayon des fruits et légumes, en train de choisir des tomates. Elle portait un pull à manches longues, même s'il faisait chaud. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval basse. Elle avait l'air plus mince. « Chloé !» ai-je crié avec enthousiasme. Elle s'est retournée. Son visage s'est illuminé une seconde, mais j'ai ensuite vu quelque chose dans ses yeux, comme de la panique. « Maman, quelle surprise !» Je me suis approchée, je l'ai serrée dans mes bras, elle s'est tendue. « Comment vas-tu, ma chérie? Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des semaines. »« Désolée, maman, j'ai été occupée. »« Occupée à quoi? Tu ne m'appelles même plus. C'est juste, tu sais, la maison, le travail, Étienne. » Je l'ai regardée de près. Elle avait de profonds cernes sous les yeux, sa peau était pâle. Et quand elle s'est penchée pour prendre des oignons, la manche de son pull est un peu remontée. J'ai vu un bleu sur son poignet. « Chloé, qu'est-ce que c'est ?» Elle a rapidement baissé sa manche. « Rien, maman. » Je me suis cognée contre la portière de la voiture. « Contre la portière de la voiture? » « Oui, tu sais comme je suis maladroite. » Elle a souri. Mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Je voulais la presser. Je voulais la prendre par le bras, l'emmener chez moi, l'asseoir à la table de la cuisine et lui dire « Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais à ce moment-là, son téléphone a sonné. Elle l'a sorti de sa poche. J'ai vu le nom sur l'écran. Étienne. Son visage a changé. Soudain, toute la lumière s'est éteinte. « Désolée, maman, je dois répondre. » Elle s'est éloignée de quelques pas. Je suis restée là, faisant semblant d'examiner les avocats, mais j'écoutais. « Oui, j'arrive. »« Non, je n'ai pas tardé. J'achète ce que tu as demandé. »« Oui, ton père est déjà là. »« Je sais. »« J'arrive, Étienne. J'arrive. » Elle a raccroché. Elle est revenue vers moi. Elle ne souriait plus. « Maman, je dois y aller. Étienne m'attend. »« Si tôt? On n'a même pas parlé. »« Je sais. Je suis désolée. Mon beau-père est arrivé en avance et je dois préparer le dîner. Ton beau-père vit avec vous? » ?»« Non, maman. Mais il mange avec nous presque tous les jours. Tu sais, Étienne est son fils unique. Et depuis que sa femme est morte, eh bien, il est seul. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Et ça ne te dérange pas? » ?»« Bien sûr que non, maman. C'est normal. » C'est son père. Ce n'était pas normal, mais je n'ai rien dit. Chloé m'a fait un rapide baiser sur la joue, a attrapé son chariot et est partie, presque en courant. Je suis restée là, au milieu du supermarché, les mains vides et le cœur lourd. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai appelé Robert. « Robert, il faut qu'on parle de Chloé. Qu'est-ce qui s'est passé? » ?»« Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. » »« Elle t'a dit quelque chose? » ?»« Non, mais je l'ai vue aujourd'hui. Elle a un bleu au poignet et elle est très mince et nerveuse. » « Et tu penses qu'Étienne la frappe? » « Je ne sais pas.
Elle dit que non. Mais, Hélène, si tu suspectes quelque chose, nous devons faire quelque chose. Je sais, mais je ne peux pas l'accuser sans preuve. Et si je me trompe? Et si Chloé se fâche contre moi? Robert a soupiré. D'accord, mais je vais lui parler. Seul à seul. Merci, Robert. J'ai raccroché. Mais Robert n'a pas pu lui parler parce que chaque fois qu'il essayait de la voir, Chloé avait une excuse. Elle était occupée, elle était fatiguée. Étienne ne pouvait pas ce jour-là, son beau-père avait besoin de quelque chose. Toujours quelque chose. Et de loin, je regardais ma fille s'éteindre, petit à petit, comme une bougie sur laquelle quelqu'un souffle, doucement, constamment, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de lumière. 3 autres mois ont passé. Chloé a eu 26 ans. Je lui ai préparé un dîner chez moi. J'ai invité Robert. J'ai invité ses amis. J'ai invité Étienne. Étienne est arrivé en retard. Il est arrivé l'air sérieux. Il s'est assis à table sans sourire, sans parler à personne. Chloé était à côté de lui, silencieuse, tendue, comme si elle attendait une explosion. J'ai essayé de rendre la soirée agréable. J'ai préparé son plat préféré. Des lasagnes, du pain à l'ail et une grande salade. J'ai mis de la musique, j'ai sorti le gâteau, mais la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Quand nous avons chanté « Joyeux anniversaire », Chloé a essayé de sourire, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Après le dîner, Étienne s'est levé. « Nous partons. Mon père nous attend. »« Ton père ?» ai-je demandé. « Mais c'est l'anniversaire de Chloé ?»« Je sais, mais il veut la voir aussi. C'est sa belle-fille. » Chloé s'est levée sans dire un mot. Elle m'a serré rapidement dans ses bras. « Merci, maman. C'était magnifique. »« Ma chérie, pourquoi ne restes-tu pas un peu plus longtemps? Tes amis viennent d'arriver. »« Je ne peux pas, maman. Étienne a raison. Son père nous attend. » Ils sont partis. Je suis restée là, à regarder la porte se fermer, avec le gâteau à moitié mangé et les bougies encore allumées. Robert s'est approché de moi. « Hélène, cet homme n'est pas net. » « Je sais. Et Chloé non plus. »« Je sais. Nous devons faire quelque chose. » « Mais quoi, Robert? Que faisons-nous si elle ne nous laisse pas l'aider? » Il n'avait pas de réponse. Personne n'en avait. Et pendant ce temps, ma fille se perdait. Et moi, sa mère, je ne savais pas comment la sauver jusqu'à ce jour. Ce jour où elle m'a appelé d'une voix brisée, me disant « Maman, mon beau-père m'a frappée », et j'ai compris qu'il n'y avait plus de temps pour le doute. Le moment d'agir était venu. Après cet anniversaire, quelque chose a changé en moi. Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien. Je ne pouvais plus attendre que Chloé me dise la vérité, car les mots d'une fille qui souffre ne viennent pas toujours. Parfois, le silence crie plus fort. J'ai décidé de lui rendre visite sans prévenir. C'était un mardi après-midi. J'ai quitté le travail plus tôt, inventé une excuse à mon patron, et j'ai conduit jusqu'à la maison où Chloé vivait avec Étienne. C'était une petite maison dans un quartier calme du nord de la ville. Rien d'extraordinaire, mais agréable. Elle avait un petit jardin devant avec des pétunias. Quand je suis arrivée, la voiture d'Étienne n'était pas là. Ça m'a donné du courage. J'ai frappé à la porte. J'ai attendu. Personne n'a ouvert. J'ai frappé à nouveau. « Chloé, c'est moi, maman. » J'ai entendu des pas lents, comme si quelqu'un hésitait à ouvrir ou non. La porte s'est entr'ouverte. Chloé a jeté un coup d'œil. Ses cheveux étaient détachés, en désordre. Elle portait un vieux t-shirt et un pantalon de jogging. Elle avait l'air fatiguée, si fatiguée. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. Je peux entrer ?» Elle a regardé derrière elle, dans la maison, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Étienne n'est pas là, » ai-je dit. J'ai vu que sa voiture était partie. Elle a pris une profonde inspiration. Elle a ouvert la porte un peu plus. « Entre. » Je suis entrée. La maison sentait l'eau de Javel, le propre, trop propre, comme si quelqu'un avait frotté pendant des heures. Le salon était impeccable, les coussins du canapé parfaitement arrangés, la table basse sans une trace de poussière, tout à sa place, tout parfait. Trop parfait. « Tu veux un café ?» a demandé Chloé. « Oui, ma chérie. »
Merci. Nous sommes allés à la cuisine, et là, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé l'âme. Sur le mur, à côté de la cuisinière, il y avait une liste manuscrite d'une écriture d'homme. Il était écrit « Règles de la maison ». Le dîner doit être prêt à 20 heures précises. La maison doit être propre avant que je rentre. Pas de visite sans préavis. Pas de sortie sans permission. Respecter mon père comme si c'était le tien. Je me suis figée. Chloé. Qu'est-ce que c'est? Elle a continué à faire le café sans me regarder. Ce sont les règles d'Étienne. Les règles d'Étienne. Oui. Il dit qu'une maison fonctionne mieux quand il y a de l'ordre. Et tu es d'accord avec ça? Elle est restée silencieuse, a versé du café dans 2 tasses, m'en a tendu une et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Maman, je sais que tu ne comprends pas, mais c'est comme ça que sa famille fonctionne. Son père a élevé Étienne comme ça, et Étienne veut que notre maison soit pareille. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Elle a baissé les yeux. Je veux que mon mariage fonctionne. Mais est-ce un mariage, Chloé? Ou est-ce une prison? Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient pleins de larmes. Ne dis pas ça, maman. Ma fille, ces règles, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la discipline. Étienne dit que les femmes d'aujourd'hui ne savent plus être des épouses, qu'elles ne savent pas s'occuper d'une maison, que sa mère était différente, qu'elle connaissait sa place. Sa place. Chloé, écoute-toi. Depuis quand parles-tu comme ça? Depuis que j'ai compris que si je veux que ça marche, je dois m'adapter. T'adapter ou t'effacer? Elle s'est levée. Elle tremblait. Maman, j'apprécie que tu sois venue, mais je n'ai pas besoin que tu me dises comment vivre ma vie. J'ai choisi d'épouser Étienne. J'ai choisi ça. Tu as choisi ça. Ou as-tu été convaincue que c'est ce qui est juste? Assez, maman. Son cri m'a coupé le souffle. Chloé ne m'avait jamais crié dessus. Jamais. Elle a couvert sa bouche avec ses mains, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. Les larmes ont commencé à couler. Je suis désolée, maman, je suis désolée. Je ne voulais pas. Je me suis levée. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle s'est effondrée dans mes bras. Elle a pleuré comme je ne l'avais pas vue pleurer depuis qu'elle était petite. Je suis si fatiguée, maman. Si fatiguée. Je sais, ma chérie. Je sais. Étienne n'était pas comme ça avant. Je le jure. Quand on s'est rencontrés, il était différent. Il était doux. Il était attentionné. Mais après notre mariage, il a changé. Ou peut-être que je ne l'ai jamais vraiment connu. Est-ce qu'il t'a frappé? Elle s'est éloignée de moi, a essuyé ses larmes. Non, pas lui. Il n'a jamais levé la main sur moi. Alors qui? Silence. Chloé. Qui? Elle a fermé les yeux. Son père. Le monde s'est arrêté. Quoi? Son père? Il me crie dessus. Il me dit que je suis inutile, que je ne sais pas cuisiner, que je ne sais pas nettoyer, que je ne suis pas assez bien pour être la femme de son fils. Et parfois il me pousse ou me tire le bras ou me jette des choses. Et Étienne? Étienne ne fait rien. Il dit que son père a raison, que je dois apprendre, que sa mère a supporté plus. J'avais du mal à respirer. Chloé, c'est de la violence. Non, maman, ce n'est pas de la violence. C'est juste. C'est juste que son père est d'une autre génération. C'est un de ces hommes durs. Tu vois comment ils sont. Non, ma fille, ce n'est pas être d'une autre génération. C'est être un agresseur, et ton mari est un complice. Ne dis pas ça. Pourquoi le défends-tu? Parce que c'est mon mari. Et alors? Est-ce que ça lui donne le droit de te laisser souffrir? Elle s'est tue. Elle a fixé le sol. Ses mains tremblaient. Je me suis agenouillée devant elle. J'ai pris ses mains dans les miennes. Chloé, écoute-moi très attentivement. Tu ne mérites pas ça. Tu mérites un homme qui te défendra, qui te protégera, qui t'aimera vraiment. Et si Étienne ne peut pas faire ça, alors il n'est pas l'homme pour toi. Mais maman, je l'aime. Je sais, ma fille. Mais l'amour ne suffit pas. L'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance tue. Elle m'a regardée avec ses yeux pleins de douleur, et pendant un instant,
J'ai cru qu'elle allait réagir. J'ai cru qu'elle allait dire « Tu as raison, maman, sors-moi d'ici ». Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de ça, elle a essuyé ses larmes, s'est levée et a dit « Maman, j'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, mais je vais bien, vraiment. Je traverse juste une mauvaise passe. Tous les mariages traversent ça. » Non, Chloé, pas tous. Si, maman. Toi et mon père avaient eu des problèmes aussi. Mais ton père n'a jamais laissé personne me manquer de respect. Et je ne l'ai jamais laissé me contrôler. Eh bien, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. Ces mots m'ont fait plus de mal que prévu. Chloé l'a remarqué. Son visage a changé. Je suis désolée, maman. Je ne voulais pas dire ça. Je suis confuse, je suis fatiguée. Mais je te promets, je vais bien. Oui, je le promets. Je ne l'ai pas cru, mais je ne pouvais pas la forcer à partir. Je ne pouvais pas la traîner hors de cette maison, parce que Chloé n'était plus une enfant. C'était une femme adulte. Et les décisions lui appartenaient, même si ces décisions la tuaient de l'intérieur. J'ai dit au revoir. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'aide, elle n'avait qu'à m'appeler, à n'importe quelle heure, de jour comme de nuit. Elle a hoché la tête. Elle a dit oui, elle le ferait. Mais je savais qu'elle ne le ferait pas, parce que Chloé était déjà piégée, et le pire, c'est qu'elle ne le voyait pas. Ou peut-être qu'elle le voyait, mais elle avait décidé de se taire, de se soumettre, d'endurer, comme tant de femmes, comme sa grand-mère, comme son arrière-grand-mère, comme des générations de femmes qui ont appris que souffrir en silence était une vertu. Mais je n'allais pas laisser ma fille suivre ce chemin. J'ai quitté cette maison le cœur brisé, mais aussi avec autre chose, une certitude. Si Chloé ne pouvait pas se sauver elle-même, alors je le ferais pour elle. J'ai appelé Robert le soir même. J'ai besoin que tu sois en alerte. Si Chloé m'appelle, si elle me dit que quelque chose s'est passé, j'ai besoin que tu sois prêt à agir. Que penses-tu qu'il va se passer? Je ne sais pas, mais quelque chose va se passer. Et quand ça arrivera, je n'hésiterai pas. J'irai la chercher et je la sortirai de là. Et si Étienne résiste? Alors nous nous occuperons d'Étienne et de son père. Il y a eu un silence. Si son père s'en mêle, Robert, tu devras faire ton travail. Compris? J'ai raccroché et j'ai attendu. J'ai attendu des semaines, des mois, avec une boule dans l'estomac, avec la peur qui me rongeait de l'intérieur, me demandant si j'exagérais, si j'étais une mère surprotectrice, si Chloé était vraiment en danger, ou si j'imaginais juste des choses. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'étais au travail, mon téléphone sonne, et j'entende la voix brisée et terrifiée de ma fille, me disant « Maman, mon beau-père m'a frappée », et tout a explosé. Parfois, nous faisons trop confiance aux mauvaises personnes. Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je veux la lire. Les mois qui ont suivi cette visite ont été les plus durs de ma vie. Je continuais à travailler, à vivre ma routine, mais une partie de moi était toujours en alerte, toujours en attente, comme un animal qui sent une tempête avant que la première goutte de pluie ne tombe. Chloé m'appelait de temps en temps, toujours des conversations brèves, toujours avec cette voix contrôlée, mesurée, comme si quelqu'un écoutait à l'autre bout du fil. « Salut, maman. Comment vas-tu? »« Bien, ma fille. Et toi? »« Bien, aussi. J'appelle juste pour te dire bonjour. Tu es sûre? Tout va bien? »« Oui, maman, tout va bien. Je dois y aller. Je t'aime. » Et elle raccrochait. Je restais avec le téléphone à la main, sentant que quelque chose n'allait pas, mais incapable de faire quoi que ce soit. Robert me disait d'être patiente, que Chloé devait s'en rendre compte par elle-même, que si nous la poussions, elle s'éloignerait encore plus. Peut-être qu'il avait raison, mais la patience fait mal. Ça fait mal comme un couteau lent qui se tord dans votre poitrine chaque jour. Un après-midi, alors que j'étais au marché pour acheter des légumes pour la semaine, j'ai vu quelqu'un de familier. C'était Lucie, une voisine du quartier où vivait Chloé. Je la connaissais parce qu'une fois, en allant rendre visite à ma fille, elle arrosait son jardin et nous nous étions salués. « Madame Bernard, n'est-ce pas? » a-t-elle dit. « Oui, Lucie. C'est un plaisir de vous revoir. Comment va Chloé? » La question m'a prise par surprise.
Bien? Pourquoi? Lucie a baissé la voix, a regardé autour d'elle comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. C'est juste que je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai remarqué des choses. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Quel genre de choses? Eh bien, parfois j'entends des cris de la maison de Chloé, une voix d'homme, très forte. Et une fois j'ai vu le beau-père de Chloé quitter la maison et claquer la porte. Il avait l'air furieux. Et puis j'ai vu Chloé à la fenêtre. Elle pleurait. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration. C'était quand? Il y a environ 1 mois. Je voulais aller frapper à la porte, mais mon mari m'a dit de ne pas m'en mêler, que c'était une affaire de famille. Et avez-vous vu Chloé récemment? Oui, mais elle ne sort presque jamais. Avant, je la voyais se promener ou partir au travail. Maintenant, je la vois à peine. Et quand je la vois, elle est toujours pressée, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un lui parle. Et Étienne, il part tôt et rentre tard. Mais son père, cet homme, il y va presque tous les jours. Parfois, il reste jusqu'à tard le soir. Et Chloé est seule avec lui? Oui. Enfin, jusqu'à ce qu'Étienne rentre. Mes mains tremblaient. Lucie, si vous entendez à nouveau des cris, pouvez-vous m'appeler? Je lui ai donné mon numéro de téléphone. S'il vous plaît, c'est ma fille. Elle a hoché la tête. Bien sûr, Madame Bernard. J'ai une fille aussi. Je comprends. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai quitté le marché sans rien acheter. Je suis montée dans ma voiture et j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, d'impuissance, de peur. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement des soupçons. Maintenant, il y avait des témoins. Il y avait des cris. Il y avait des larmes. Et moi, sa mère, je ne pouvais rien faire. Ou peut-être que si. Peut-être que je pouvais faire quelque chose que j'avais évité. J'ai appelé Robert. J'ai besoin que tu fasses une vérification d'antécédents sur le beau-père de Chloé, le père d'Étienne. Je veux savoir qui il est, ce qu'il a fait, s'il a un casier judiciaire. Tu penses qu'il a un casier? Je ne sais pas, mais un homme qui traite une femme comme ça, qui lui crie dessus, qui la pousse, cet homme n'a pas appris ça de nulle part. Quelqu'un lui a appris, ou il a toujours été comme ça. D'accord, laisse-moi voir ce que je peux trouver. Comment s'appelle-t-il? Richard. Richard Martel. Il a été dans l'armée, maintenant il a une entreprise de pièces détachées automobiles à Lyon. Parfait. Je t'appelle dans quelques jours. Robert était policier. Il avait des contacts, il savait comment trouver des informations. 3 jours plus tard, il m'a appelé. Hélène, j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Richard Martel a un historique. Il y a 15 ans, sa femme, la mère d'Étienne, a déposé une plainte pour violence domestique. Mon sang s'est glacé. Quoi? Oui, mais elle l'a retirée quelques jours plus tard. Selon le rapport, elle a dit que c'était un malentendu, qu'il traversait des problèmes conjugaux, que tout était résolu. Et après ça? Après ça, rien. Il n'y a pas eu d'autre plainte. Mais selon certains voisins de l'époque, les cris étaient souvent entendus. Et elle, la femme, a cessé de sortir de la maison. Elle est devenue très silencieuse, très soumise. Et comment est-elle morte? Officiellement, d'un cancer, il y a 8 ans. Mais certains disent que le cancer n'a pas été la seule chose qui l'a tuée. Qu'elle était très maigre, très faible, comme si elle avait cessé de manger, comme si elle avait abandonné. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Robert, cet homme a tué sa femme, pas avec un coup de poing, mais il l'a tuée. Il l'a éteinte petit à petit. Je sais. Et maintenant, il fait la même chose à Chloé. Et Étienne? Étienne a grandi en voyant ça, en voyant son père crier, en voyant sa mère se soumettre. Il a appris que c'est comme ça qu'un mariage fonctionne, que l'homme commande et la femme obéit. Et maintenant, il répète le schéma. Je dois sortir Chloé de là. Mais elle ne veut pas partir. Alors je vais lui donner envie. Comment? Je ne sais pas, mais je vais faire quelque chose. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée à fixer le plafond, pensant à Chloé, pensant à cette maison, pensant à cet homme, Richard, qui entrait tous les jours, criant, poussant, détruisant lentement l'âme de ma fille, et pensant à Étienne, l'homme que je pensais bon,
L'homme qui avait promis d'aimer Chloé et qui maintenant, comme un lâche, laissait son père la traiter comme une ordure. J'ai décidé de faire quelque chose de risqué. Le lendemain, j'ai quitté le travail plus tôt. J'ai conduit jusqu'à la maison de Chloé. Je savais qu'Étienne ne serait pas là. Je savais que ce serait juste Chloé et Richard. Et c'était exactement ce que je voulais. Je suis arrivée à 15 heures. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'ai sonné à nouveau, j'ai attendu. Finalement, la porte s'est ouverte. C'était Richard. Grand, large d'épaules, avec un visage dur et un regard froid. « Que voulez-vous » m'a-t-il demandé, avec ce ton que les hommes utilisent quand ils croient que les femmes ne méritent pas le respect. Je suis venue voir ma fille. Elle n'est pas là. Si, elle est là. Sa voiture est juste là. J'ai montré la voiture de Chloé garée devant la maison. Richard a serré la mâchoire. J'ai dit qu'elle n'est pas là. Et j'ai dit que je veux la voir. Nous nous sommes regardés. C'était un duel silencieux, une bataille de volonté. Je n'allais pas reculer. Après quelques secondes, il s'est écarté. « Entrez. Mais ne tardez pas. J'ai des choses à faire. » Je suis entrée. La maison était dans l'ombre, les rideaux tirés, l'air lourd. « Chloé !» ai-je appelé. Pas de réponse. « Chloé est dans la cuisine », a dit Richard, en croisant les bras. Je suis allée à la cuisine, et là, il y avait ma fille, dos à moi, debout devant la cuisinière, en train de cuisiner. Chloé. Elle s'est retournée, et ce que j'ai vu m'a anéanti. Son visage était enflé, ses yeux étaient rouges, et sur sa joue gauche, il y avait une marque rouge fraîche. « Maman », a-t-elle murmuré. Richard est apparu derrière moi. « Votre fille est très maladroite. » Elle s'est cognée la tête contre le placard. Je l'ai regardée avec haine. « Elle s'est cognée la tête contre le placard, où vous l'avez frappée ?» Son visage n'a pas changé. Il n'a montré aucune surprise, aucune culpabilité, seulement du mépris. « Madame, je vous conseille de partir. Vous n'avez rien à faire ici. J'ai tout à faire ici. C'est ma fille. Et c'est la femme de mon fils. Et tant qu'elle vit dans cette maison, j'ai le droit de la corriger quand elle fait une erreur. La corriger? C'est comme ça que vous appelez ça? Frapper une femme, c'est la corriger? Si elle ne sait pas cuisiner, elle doit apprendre. Ma femme a appris, et Chloé apprendra aussi. » Chloé a commencé à pleurer. « Monsieur Martel, s'il vous plaît, arrêtez. »« Tais-toi » lui a-t-il crié. Et j'ai explosé. Je me suis mise face à lui. Petite, oui, mais furieuse. Ne lui criez plus jamais dessus. Ne levez plus jamais la main sur elle. Parce que si vous le faites, je vous le ferai regretter. Il a ri. Un rire froid, moqueur. Vous? Qu'allez-vous faire? Une femme seule? Une divorcée? Je suis divorcée, mais je ne suis pas seule. Et si vous touchez un seul cheveu de la tête de ma fille, vous saurez ce qu'est l'enfer. Vous me menacez? Non, je vous préviens. Nous nous sommes regardés. Cette fois, c'est lui qui a détourné le regard le premier. Sortez avant que j'appelle la police. Appelez-les. Le père de Chloé est policier. Je serais ravie qu'il vienne. Ça l'a déstabilisé. Juste une seconde, mais c'était suffisant. Chloé, on y va, ai-je dit. Vous ne pouvez pas l'emmener, a dit Richard. C'est une adulte. Elle peut partir quand elle veut. N'est-ce pas, Chloé? Chloé m'a regardée. Il y avait tellement de peur dans ses yeux, tellement de douleur, tellement de confusion. Maman, je ne peux pas. Étienne va être si en colère. Laisse-le être en colère. Tu ne peux pas rester ici. Mais c'est mon mari. Et tu es ma fille. Et je ne laisserai personne te faire du mal. Ni son père, ni lui, ni personne. Chloé pleurait plus fort. Maman, je ne sais pas quoi faire. Moi, je sais. Fais-moi confiance. Richard a fait un pas vers nous. Si vous l'emmenez, Étienne viendra la chercher. Et ce ne sera pas joli. Qu'il vienne. Je l'attendrai. J'ai pris la main de Chloé. Elle a tremblé, mais elle ne l'a pas lâchée. Allons-y, ma chérie. Nous sommes sortis de cette maison. Richard ne nous a pas arrêtés, mais son regard était de la pure haine. J'ai fait monter Chloé dans ma voiture.
Elle pleurait sans arrêt. « Maman, qu'est-ce que je vais faire? Étienne va me tuer. » « Non, Chloé, personne ne va te tuer. Je te le promets. » J'ai conduit jusqu'à ma maison. Chloé n'a pas cessé de pleurer de tout le trajet. Quand nous sommes arrivés, je l'ai assise dans le salon, je lui ai fait une tisane à la camomille et je l'ai tenue dans mes bras. « Tout va bien se passer, ma chérie. Je te le promets. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Parce que les hommes comme Richard ne laissent pas leurs victimes partir si facilement. Et les hommes comme Étienne, élevés dans la violence, non plus. Cette nuit-là, j'ai appelé Robert. « J'ai besoin que tu viennes. Chloé est avec moi, et je pense qu'Étienne va venir. » J'arrive. Et nous avons attendu. En racontant cette histoire, je me demande d'où vous écoutez. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Chloé a passé toute la nuit chez moi. Elle n'a pas beaucoup parlé, juste pleuré. Elle se serrait dans ses bras. Elle tremblait à chaque bruit de la rue. Je me suis assise à côté d'elle sur le canapé du salon et je n'ai pas bougé. Je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai caressé les cheveux comme quand elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. « C'est fini, ma fille. C'est fini. » Mais ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer. Robert est arrivé à 21h. Il était encore en uniforme. Quand il a vu Chloé, son visage a changé. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma petite fille ?» Chloé s'est levée et a couru pour le serrer dans ses bras. Elle a pleuré sur sa poitrine comme je ne l'avais pas vue pleurer depuis des années. « Papa, je suis désolée. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Tu n'as rien à te reprocher, Chloé. Rien de tout ça n'est de ta faute. » Robert m'a regardé par-dessus la tête de Chloé. Ses yeux disaient la même chose que les miens. Ça ne pouvait plus durer. Nous nous sommes assis tous les trois dans le salon. J'ai fait du café. Chloé l'a bu lentement, les mains tremblantes. « Chloé, » a dit Robert d'une voix douce, « j'ai besoin que tu me dises tout depuis le début. Sans peur, sans honte. Tout. » Chloé a baissé les yeux. Je ne sais pas par où commencer. Commence par le début. Quand tout cela a-t-il commencé? Elle a pris une profonde inspiration. Je pense que ça a commencé avant même notre mariage, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Que veux-tu dire? Quand Étienne et moi sortions ensemble, il était très attentionné, mais aussi très jaloux. Si je sortais avec mes amis, il m'appelait toutes les demi-heures. Si je ne répondais pas tout de suite, il se mettait en colère. Il disait que je ne l'aimais pas, que si je l'aimais vraiment, je serais toujours disponible pour lui. Robert et moi nous sommes regardés. Je pensais que c'était parce qu'il m'aimait tellement, a continué Chloé, que la jalousie était un signe d'amour. Mais maintenant, je comprends que non. C'était un signe de contrôle. « Et son père ?» ai-je demandé. « Quand as-tu rencontré son père ?» Je l'ai rencontré 1 mois après avoir commencé à sortir avec Étienne. Nous sommes allés à Lyon. Richard, le père d'Étienne, m'a accueilli chez lui, mais il n'était pas aimable. Il m'a regardé de haut en bas, comme s'il m'évaluait, puis il a dit à Étienne, juste devant moi, « Elle est jolie. Mais j'espère qu'elle sait cuisiner, parce qu'une femme qui ne sait pas cuisiner ne sert à rien comme épouse. » Je me suis figée. Et qu'a dit Étienne? Il a ri. Il a dit, « Ne t'inquiète pas, papa. Si elle ne sait pas, tu pourras lui apprendre. » Chloé a soupiré. Je me sentais mal à l'aise, mais je pensais que c'était juste sa façon d'être, qu'il était d'une autre génération, qu'avec le temps il m'accepterait. « Et t'a-t-il accepté ?» a demandé Robert. « Non, il ne m'a jamais accepté. Dès le jour du mariage, il a commencé à me critiquer. Il disait que ma robe était trop simple, que la nourriture à la réception n'était pas bonne, que j'avais invité trop de gens de mon côté et pas assez du sien. Tout ce que je faisais était mal. Et Étienne te défendait? » Chloé a secoué la tête. « Non. Il disait juste, « Mon père a raison. Tu dois t'améliorer. » J'ai senti la rage monter dans ma poitrine. Après le mariage, a continué Chloé, Richard a commencé à venir chez nous tous les jours. Au début, il venait juste pour le dîner. Étienne disait que son père était seul, que depuis la mort de sa mère, il n'avait personne, que c'était notre devoir de prendre soin de lui. « Prendre soin de lui, ai-je dit, ou le laisser vous contrôler. »
Je ne le voyais pas comme ça, maman. Je pensais que j'étais une bonne belle-fille, une bonne épouse, mais rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Si je cuisinais du poulet, il disait qu'il voulait du steak. Si je cuisinais du steak, il disait qu'il était dur. Si la maison était propre, il trouvait de la poussière quelque part. Si je souriais, il disait que j'étais une idiote. Si j'étais sérieuse, il disait que j'étais une pain-bêche. Les larmes ont recommencé à couler. Et Étienne prenait toujours son parti. Toujours. Il disait que son père essayait juste de m'aider, que si j'écoutais ses conseils, je serais une meilleure épouse. Et quand les coups ont-ils commencé? A demandé Robert, la voix tendue. Chloé a fermé les yeux. Il y a 6 mois, je cuisinais, j'avais fait une soupe de légumes. Richard est entré, a goûté la soupe et a dit que c'était horrible, que ça ressemblait à de l'eau sale. Je lui ai dit que j'étais désolée, que j'allais la refaire. Mais il s'est levé, a pris le bol et l'a jeté contre le mur. Des éclats de verre se sont dispersés sur tout le sol. Et puis il m'a attrapé le bras et m'a tiré vers lui. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Il a dit « Tu es inutile. Ma femme cuisinait 1000 fois mieux que toi. Je ne sais pas ce que mon fils a vu dans une femme aussi médiocre. » J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit que j'étais désolée, que je ferais mieux. Mais il m'a serré le bras si fort que ça a laissé des bleus. Et puis il m'a poussée. Je suis tombée, je me suis cogné la hanche contre la table. Robert s'est levé d'un bond, furieux. Et où était Étienne? Dans le salon, en train de regarder la télé? Et il n'a rien fait? Il est entré dans la cuisine, a vu son père me crier dessus, m'a vu par terre, et a juste dit « Chloé, lève-toi, nettoie ce désordre. Et la prochaine fois, cuisine quelque chose de décent. » Le silence qui a suivi était lourd, si lourd que je pouvais à peine respirer. C'était la première fois qu'il me frappait, a dit Chloé, mais ce n'était pas la dernière. À partir de ce jour, Richard est devenu plus agressif. Il me poussait, me tirait les cheveux, me pinçait. Et toujours avec Étienne juste là, regardant tout et ne disant rien. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt ?» a demandé Robert, la voix brisée. « Parce que j'avais honte, papa. Parce que je pensais que c'était de ma faute. Que si j'étais une meilleure épouse, une meilleure cuisinière, une meilleure femme, rien de tout cela n'arriverait. »« Chloé, écoute-moi attentivement, » a dit Robert, s'agenouillant devant elle. « Rien de tout cela n'est de ta faute. Rien. Cet homme est un agresseur, et ton mari est un lâche. Et ils méritent tous les deux d'aller en prison. Mais papa, je l'aime. J'aime Étienne. Aimer quelqu'un qui te laisse souffrir, ce n'est pas de l'amour, ma chérie. C'est de la peur. » Chloé s'est couvert le visage avec ses mains. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je suis allée vers elle. J'ai pris ses mains dans les miennes. « Tu es déjà sortie, Chloé. Tu es ici avec nous. Tu es en sécurité. Mais Étienne viendra. Il me forcera à revenir. »« Qu'il vienne, » a dit Robert. « Je serai là. Et il ne t'emmènera nulle part. Et s'il amène son père? » S'il amène son père, encore mieux. Parce que je l'arrêterai pour agression. Mais papa, je n'ai pas de preuves. Je ne suis pas allée chez le médecin. Je n'ai pas pris de photo des bleus. La preuve est sur ton corps. Et nous avons ton témoignage. C'est suffisant. Chloé a secoué la tête. Ce ne sera pas suffisant. Richard a de l'argent, il a des relations. Il peut engager des avocats. Il peut dire que je mens, que je suis folle. Alors nous ferons en sorte qu'il ne puisse pas, ai-je dit. Ils m'ont regardé tous les deux. Comment? A demandé Robert. Demain, nous irons avec Chloé au bureau du procureur de la République. Nous allons déposer une plainte formelle contre Richard pour violence et contre Étienne pour complicité. Maman, je ne peux pas. Si, tu peux. Et tu vas le faire. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, ça continuera. Et un jour, cet homme ira trop loin et il te tuera. Chloé s'est tue. Elle savait que j'avais raison. D'accord, a-t-elle finalement dit. Je le ferai. Robert a hoché la tête. Bien. J'irai avec vous et je m'assurerai que cette plainte soit prise au sérieux. Nous nous sommes serrés dans les bras, tous les trois. C'était un long câlin,
un câlin d'une famille brisée mais unie, une famille qui se bat, qui résiste. Mais cette nuit-là, autre chose s'est produit. À 23 heures, on a frappé à la porte. Nous nous sommes figés tous les trois. « C'est lui !» a murmuré Chloé. Robert s'est levé, il s'est dirigé vers la porte. « Qui est-ce » a-t-il demandé sans ouvrir. « C'est Étienne. Je suis ici pour ma femme. Elle n'est pas là. Je sais qu'elle est là-dedans. Sa mère l'a emmenée. Je veux lui parler. Il n'y a rien à discuter. Va-t'en. Je ne pars pas sans Chloé. » La voix d'Étienne semblait désespérée, furieuse. Robert a ouvert la porte. Juste une fente, assez pour qu'Étienne voie son uniforme. « Je t'ai dit de partir. Si tu ne pars pas, je t'arrête pour trouble à l'ordre public. Vous me menacez ? Non, je te préviens. Chloé est ici de son plein gré, et elle ne part pas avec toi. C'est ma femme. Elle doit venir avec moi. C'est une personne, pas ta propriété. » Étienne a essayé de pousser la porte. Robert l'a tenue fermement. « Fais un pas de plus, et je te menotte. » Étienne s'est figé. Il respirait fort. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré ou bu ou les deux. « Chloé !» a-t-il crié. « Chloé, sors, nous devons parler. » Chloé s'est levée du canapé. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle m'a fait signe que non. Elle s'est dirigée vers la porte. Robert s'est écarté. « Étienne ?» a-t-elle dit d'une voix ferme. « Je ne reviens pas. »« Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ta mère t'a dit ? Elle te met des idées en tête ? Personne ne m'a mis d'idées en tête. J'ai vu la vérité. » »« Quelle vérité ? Que ton père m'a frappé et que tu l'as laissé faire ? Mon père t'apprenait juste ? » ?»« Non !» a crié Chloé. « Ton père m'agressait et tu es un complice. » Étienne était silencieux. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse. « Je t'aimais, Étienne. Vraiment. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Chloé, s'il te plaît. Parlons-en. Réglons ça. Il n'y a rien à régler. Demain, je vais au bureau du procureur. Je vais dénoncer ton père, et s'il le faut, je te dénoncerai aussi. » Le visage d'Étienne a changé. De la supplication à la fureur. « Tu vas me dénoncer ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Qu'as-tu fait pour moi, Étienne ? Me laisser souffrir ? Laisser ton père m'humilier ? C'est ça que tu as fait pour moi. Je t'ai donné une maison, je t'ai donné mon nom de famille, je t'ai donné. Tu ne m'as rien donné. Tu ne m'as fait que prendre. Tu m'as pris ma dignité, ma paix, mon bonheur. » Étienne a reculé d'un pas, comme si les mots de Chloé étaient des coups. « Tu vas le regretter ?» a-t-il dit d'une voix froide. « Vous deux. » Robert s'est interposé. « C'est une menace ? » ?»« Non. C'est une promesse. Parce que mon père ne va pas se taire, et moi non plus. » Il s'est retourné et est parti. Il est monté dans sa voiture et a démarré en trombe. Robert a fermé la porte. Il m'a regardé. « Ce n'est pas fini. Je sais. Cet homme reviendra, et il amènera probablement son père. Je sais. Et quand ils reviendront, ça va être moche. Je sais, Robert. Mais je m'en fiche. Parce que cette fois, je ne les laisserai pas faire de mal à ma fille. » Chloé nous a serrés tous les deux dans ses bras. « Merci. Merci de ne pas m'avoir laissée seule. Tu ne seras jamais seule, ma fille, ai-je dit. Jamais. » Cette nuit-là, nous avons dormi tous les trois dans le salon. Robert sur le fauteuil, Chloé et moi sur le canapé-lit. Je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, à regarder la porte, m'attendant à un autre coup, mais personne n'est venu. Et ça m'a fait encore plus peur, parce que les hommes comme Richard et Étienne n'abandonnent pas facilement. Et quand ils reviennent avec tout. Le lendemain s'est levé avec un ciel gris, des nuages denses, comme si même le temps savait ce qui allait arriver. Chloé s'est réveillée tôt. Elle avait de profonds cernes sous les yeux. Elle n'avait pas bien dormi. Aucun de nous. J'ai fait du café, des œufs brouillés avec des haricots. J'ai mis la table. J'ai essayé de faire comme si tout était normal, mais rien n'était normal. Robert est arrivé à 8 heures. Il n'était plus en uniforme, mais en civil. Jean, chemise blanche, veste foncée. « Prête ?» a-t-il demandé à Chloé. Elle a hoché la tête, mais ses mains tremblaient. « Je serai avec toi tout le temps.
ai-je dit en lui prenant la main. Tu n'es pas seule. Je sais, maman, mais j'ai peur. C'est normal d'avoir peur, mais la peur ne peut pas t'arrêter. Tu as déjà fait le pas le plus difficile. Maintenant, tu dois juste continuer. Nous avons quitté la maison, sommes montés dans la voiture de Robert. Je me suis assise à l'arrière avec Chloé. Elle s'est accrochée à ma main comme à une bouée de sauvetage. Pendant le trajet, personne n'a beaucoup parlé. Juste le bruit du moteur, le bruit de la ville, les klaxons, la vie qui suivait son cours, indifférente à notre douleur. Nous sommes arrivés au bureau du procureur de la République à 9h30. C'était un bâtiment gris et froid, plein de gens qui attendaient, des gens au visage fatigué, des gens qui avaient trop vu, des gens comme nous. Robert connaissait certains des officiers. Il nous a aidés à éviter une partie de la file d'attente. Il nous a emmenés dans un petit bureau où une femme d'une 40aine d'années avec des lunettes et les cheveux attachés nous attendait. « Bonjour, je suis Madame Mendez, du bureau du procureur. Je comprends que vous êtes ici pour déposer une plainte pour violence domestique. » Chloé a hoché la tête. « Oui. Très bien. J'ai besoin que vous me disiez tout, en détail et calmement. Compris. » Chloé a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. Elle lui a tout raconté depuis le début, de la jalousie d'Étienne quand ils sortaient ensemble, des critiques de Richard, du premier coup, de la soupe jetée, des bleus, de la peur constante. Madame Mendez a pris des notes. Son visage ne montrait aucune émotion, mais ses yeux disaient qu'elle avait entendu cette histoire 1000 fois, avec 1000 visages différents, mais toujours la même histoire. Avez-vous des preuves physiques, des photos des bleus, des rapports médicaux? Chloé a secoué la tête. Non. J'avais peur qu'Étienne le découvre. Y a-t-il des témoins? Une voisine, Lucie. Elle a entendu des cris. Robert est intervenu. Je peux obtenir son témoignage. Parfait. Ça aide, a dit l'avocate. Et l'agresseur principal est le beau-père, Richard Martel. Oui. Et votre mari, Étienne Martel? Vous a-t-il également agressé physiquement? Chloé a hésité. Pas directement, mais il l'a permis. Il a regardé son père me frapper et n'a rien fait. C'est comme si. Comme s'il me frappait aussi. L'avocate a hoché la tête. C'est ce qu'on appelle la complicité. Et c'est aussi un crime. Je les inclurai tous les deux dans la plainte. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Nous allons émettre une convocation pour Richard Martel. Il devra venir et faire une déposition. S'il y a suffisamment de preuves, il sera arrêté. Quant à Étienne, il devra également faire une déposition, et selon son témoignage, il pourrait être accusé de non-assistance à personne en danger. Et Chloé est-elle protégée? Nous allons émettre une ordonnance restrictive. Ni Richard ni Étienne ne peuvent s'approcher de Chloé. S'ils le font, ils seront immédiatement arrêtés. Chloé a commencé à pleurer. Et s'ils ne respectent pas l'ordonnance? C'est pour ça que votre père est là, a dit l'avocate en regardant Robert. Il peut vous protéger. Et nous aussi. Mais vous devez être forte, Chloé. Ce n'est que le début. Chloé a signé la plainte. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Mais elle l'a fait. Elle a signé. Nous avons quitté le bureau du procureur avec une copie de la plainte, avec l'ordonnance restrictive, avec un morceau de papier qui disait que Chloé était protégée. Mais les papiers n'arrêtent pas les balles, ils n'arrêtent pas les coups, ils n'arrêtent pas les hommes pleins de rage. Et je le savais. Nous sommes rentrés chez moi. Chloé est restée dans sa chambre, l'ancienne chambre où elle a grandi, où elle était enfant, où elle était heureuse. J'ai préparé le déjeuner, j'ai essayé de m'occuper, mais mes mains tremblaient. Mon esprit ne pouvait s'empêcher d'imaginer ce que Richard et Étienne feraient en recevant la notification. À 15h, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. « Allô ?» Silence. « Allô ?» ai-je répété. Et puis une voix qui a glacé mon sang. « Madame Bernard, c'est Richard. » J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration. « Que voulez-vous? Je veux que vous me rendiez Chloé. Chloé n'est pas à moi pour que je vous la rende. Elle a choisi de partir et elle a choisi de vous dénoncer. Cette plainte n'ira nulle part. J'ai des avocats. J'ai des relations.
Je peux la faire disparaître. Allez-y. Mais Chloé ne reviendra pas vers vous ou votre fils. Vous ne comprenez pas, madame. Vous détruisez une famille. Vous mettez des idées dans la tête de Chloé. Vous faites souffrir mon fils. Votre fils souffre? Et Chloé? Et la souffrance que vous lui avez causée? Je ne faisais que l'éduquer, lui apprendre à être une bonne épouse, comme l'était ma femme. Votre femme est morte triste et seule. Je ne veux pas ça pour ma fille. Il y a eu un long silence tendu. Vous allez le regretter, a-t-il finalement dit. On me l'a déjà dit. Mais je m'en fiche. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'ai appelé Robert. Richard m'a appelé. Il m'a menacé. Qu'a-t-il dit? Que je le regretterais? Qu'il a des avocats? Qu'il peut faire disparaître la plainte? Il ne peut pas. Elle est déjà déposée. Elle est dans le système. Il peut engager qui il veut, mais ça ne disparaîtra pas. Mais Robert, cet homme est dangereux. Je sais. C'est pourquoi je vais rester là avec vous. Je ne vais rien vous laisser arriver. Merci. J'ai raccroché. Chloé est descendue de sa chambre. Ses yeux étaient rouges. Qui a appelé? Je ne voulais pas lui mentir. Richard. Son visage est devenu pâle. Qu'a-t-il dit? Rien d'important, juste des menaces en l'air. Maman, il ne fait pas de menaces en l'air. S'il a dit quelque chose, il va le faire. C'est pour ça que ton père sera là. Et c'est pour ça que nous ne quittons pas la maison tant que ce ne sera pas résolu. Chloé a hoché la tête, mais je savais qu'elle avait peur. Si peur. Ce soir-là, Robert est arrivé avec un sac. Il est resté dans la chambre d'amis. Il a posé son arme de service sur la table de chevet, juste au cas où. Nous avons eu un dîner tranquille. Soupe de légumes, pain, rien d'élaboré, juste quelque chose pour remplir nos estomacs. À 22 heures, Chloé est allée se coucher. Je suis restée dans le salon avec Robert. « Tu penses qu'Étienne viendra ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas, mais s'il vient, il ne sera pas seul. Tu penses qu'il amènera Richard? C'est possible. Et que faisons-nous? Nous appelons la police. Je peux les arrêter pour violation de l'ordonnance restrictive. Et s'ils arrivent avant la police? Robert m'a regardé. Alors je les arrêterai. Robert, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Rien ne va m'arriver. Mais je ne laisserai rien arriver à Chloé ou à toi non plus. Je me suis levée, je l'ai serrée dans mes bras. Merci pour tout. Tu n'as pas à me remercier. C'est ma fille, et je la protégerai toujours. Je suis allée me coucher, mais je n'ai pas pu dormir. Je suis restée là, à fixer le plafond, à écouter chaque bruit, chaque voiture qui passait, chaque chien qui aboyait. Et puis, à 2 heures du matin, je l'ai entendu. Un moteur s'est arrêté devant ma maison, je me suis levée, je suis allée à la fenêtre, j'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. C'était la voiture d'Étienne. Et il n'était pas seul. Richard était avec lui. Mon cœur a commencé à battre si vite que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Ils sont sortis de la voiture. Étienne tenait quelque chose dans sa main. Je ne pouvais pas voir ce que c'était. Richard marchait d'un pas lourd et déterminé. J'ai couru dans la chambre de Robert. Robert, ils sont là. Il s'est levé immédiatement, a pris son arme, est allé à la fenêtre. Merde, a-t-il murmuré. Qu'est-ce qu'on fait? Reste avec Chloé. Je sors. Non, Robert, ne sors pas. Appelons la police. Je les ai déjà appelés, mais ils mettront du temps. Je ne peux pas les laisser s'approcher de la maison. Il est sorti. J'ai couru dans la chambre de Chloé. Elle était réveillée, tremblante. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ils sont là, Étienne et Richard. Non, non, non. Elle a commencé à pleurer. Que veulent-ils? Je ne sais pas. Mais ton père est dehors. Il ne les laissera pas entrer. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Nous avons entendu des voix dehors, des cris. « Chloé, sors, nous devons parler !» C'était la voix d'Étienne. « Je ne sors pas !» a crié Chloé depuis la fenêtre. « Allez-vous-en! Je ne pars pas sans toi! Elle ne sort pas !» a crié Robert. « Et si vous ne partez pas, je vous arrête! Vous n'avez aucune autorité ici !» a crié Richard. « C'est une affaire de famille! Ça a cessé d'être une affaire de famille quand vous avez posé vos mains sur elle. Il y a eu une bousculade, des cris, puis un son que je n'oublierai jamais. Un coup de feu. Chloé a crié. J'ai crié.
Nous avons couru à la fenêtre. Robert était par terre, en sang. Je me demande encore si j'ai bien fait. Qu'auriez-vous fait à ma place? Tout s'est passé au ralenti. J'ai vu Robert par terre. J'ai vu le sang. J'ai vu Étienne avec une arme à la main, tremblant, les yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire. J'ai vu Richard, immobile, le visage dur, ne montrant rien, comme si c'était ce qu'il attendait, comme si cela faisait partie du plan. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, mon corps a juste bougé tout seul. J'ai couru hors de la maison, j'ai couru vers Robert. Chloé criait derrière moi, mais je ne me suis pas arrêtée. Je me suis agenouillée à côté de lui. Il était conscient, respirant avec difficulté. Du sang coulait de son épaule gauche. « Robert, Robert, regarde-moi. »« ça va, a-t-il murmuré. « C'est juste mon épaule. J'ai enlevé ma robe de chambre. Je l'ai pressée contre la blessure. » Il a grimacé de douleur. « Tiens bon, l'ambulance arrive. » J'ai levé les yeux. Étienne était toujours là, l'arme pendante à sa main, paralysé, en état de choc. Richard a fait un pas vers nous. C'était de la légitime défense, a-t-il dit d'une voix froide. Il nous a menacés. Il a sorti son arme. Mon fils ne faisait que se défendre. Menteur, ai-je crié. Vous êtes venu ici. Vous avez violé l'ordonnance restrictive. Vous l'avez attaqué. Il n'y a pas de témoin, a dit Richard. C'est notre parole contre la vôtre. Je suis un témoin, a crié Chloé depuis le seuil de la porte. J'ai tout vu. Richard l'a regardé avec mépris. Personne ne va croire une femme hystérique qui a dénoncé sa propre famille. Ils penseront que tu mens. Comme toujours. Chloé a commencé à marcher vers nous. Elle tremblait, pleurait, mais elle marchait. Je ne mens pas. Et je vais dire la vérité. Même si ça me coûte tout. Étienne l'a regardé. Pour la première fois depuis qu'il était sorti de la voiture, il a parlé. Chloé. Je ne voulais pas. Je voulais juste. Il allait. Il allait quoi, Étienne? A dit Chloé, la voix brisée mais ferme. Me protéger. C'est ce qu'il allait faire. Me protéger de ton père. Me protéger de toi. Chloé, s'il te plaît, comprends. Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Tu savais. Tu as toujours su. Tu savais quand ton père m'a crié dessus pour la première fois. Tu savais quand il m'a poussé. Tu savais quand il m'a frappé. Et tu n'as rien fait. Tu n'as jamais rien fait. Étienne a laissé tomber l'arme par terre. Il s'est couvert le visage avec ses mains, a commencé à sangloter. Je voulais juste que tu sois comme ma mère. Elle ne se plaignait jamais. Elle obéissait toujours. Ta mère est morte triste, Étienne. Elle est morte seule. Elle est morte sans amour. C'est ce que tu voulais pour moi? Il n'a pas répondu. Il a juste pleuré. Richard l'a regardé avec dégoût. Tu es un lâche, a-t-il dit à son fils. Tout comme ta mère. Et à ce moment-là, quelque chose sur le visage d'Étienne a changé. Quelque chose s'est brisé. Il a levé les yeux vers son père, et pour la première fois de sa vie, il a répondu « Non, c'est toi le lâche. Toi qui as frappé ma mère pendant des années. Toi qui lui as fait sentir qu'elle ne valait rien. Toi qui l'as tuée lentement. Et moi, je t'ai laissé faire la même chose à Chloé parce que j'ai appris de toi, parce que je pensais que c'est comme ça qu'on traite une épouse. » Richard l'a giflé. « Tais-toi. » Étienne n'a pas bougé. Il l'a juste regardé avec des larmes dans les yeux. « Non. Je ne me tairai plus. Je ne t'obéirai plus. Je ne serai pas comme toi. » Les sirènes ont commencé à retentir au loin. Richard a regardé dans la rue. Son visage a changé. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. « On s'en va », a-t-il dit à Étienne. « Non », a dit Étienne. « Je reste. »« Quoi ? » ?»« Je reste. Je vais affronter ce que j'ai fait. Je vais dire la vérité. Si tu dis la vérité, tu iras en prison. Je sais. Et je le mérite. » Richard lui a attrapé le bras. « Ne sois pas stupide. On peut encore arranger ça. » Étienne s'est dégagé. Il n'y a rien à arranger. Plus maintenant. Les voitures de police sont arrivées. 3 voitures, 6 officiers sont sortis avec leurs armes au poing. À terre.
Tout le monde à terre. Richard a levé les mains. Étienne s'est agenouillé. La police les a menottés. L'ambulance est arrivée 2 minutes plus tard. Les ambulanciers ont examiné Robert. Ils ont dit que la balle avait traversé son épaule, qu'il avait perdu du sang, mais qu'il s'en sortirait. Ils l'ont chargé dans l'ambulance. Je voulais aller avec lui, mais Chloé m'a attrapé la main. « Maman, reste avec moi, s'il te plaît. » Je suis restée. La police a pris nos dépositions. La mienne, celle de Chloé, celle des voisins qui étaient sortis en entendant le coup de feu. Richard n'a rien dit, il a juste fixé le sol, la mâchoire serrée. Étienne, cependant, a parlé. Il a tout dit. Que son père avait abusé de Chloé, qu'il l'avait permis, qu'ils étaient venus cette nuit-là pour la prendre de force, que Robert avait essayé de les arrêter, que son père lui avait donné l'arme, que dans un moment de peur et de colère, il avait tiré. « Je ne voulais pas le tuer », a-t-il dit en pleurant. « Je voulais juste qu'il nous laisse tranquilles. Mais mon père a dit que si je ne tirais pas, il le ferait. Et moi, j'ai juste. » Il n'a pas pu finir. Il s'est effondré. La police a emmené Richard et Étienne. 2 voitures de police différentes, 2 destins différents. Richard serait accusé de violence domestique, de menaces et de violation d'une ordonnance restrictive. Étienne serait accusé de tentative de meurtre, de complicité et de violation d'une ordonnance restrictive. Ils passeraient tous les 2 des années en prison. Chloé et moi sommes restés seuls dans la rue. Il était 3 heures du matin. Le quartier était réveillé. Tout le monde regardait. Tout le monde chuchotait. Mais je m'en fichais. J'ai serré ma fille dans mes bras. Je l'ai serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. C'est fini, ma fille. C'est fini. Et papa va s'en sortir, je te le promets. Nous sommes entrés dans la maison. J'ai fermé la porte, tiré les rideaux, et nous nous sommes assises sur le canapé du salon. Chloé n'arrêtait pas de trembler. « Maman, Étienne a tiré sur papa. Je sais. C'est de ma faute. » « Non, Chloé, ce n'était pas de ta faute. Rien de tout cela n'était de ta faute. C'était la faute de Richard. C'était la faute d'Étienne. C'était la faute des hommes qui ont appris que la violence est le pouvoir. Mais je l'aimais. Je sais, ma fille. Mais l'amour ne suffit pas. L'amour sans respect, sans dignité, sans paix. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la destruction. Chloé a pleuré sur ma poitrine. Elle a pleuré comme je ne l'avais jamais vue pleurer auparavant. Elle a pleuré tout ce qu'elle avait gardé à l'intérieur. Toute la peur, toute la douleur, toute la honte. Et je l'ai laissé faire. Parce que parfois, pleurer est la seule façon de commencer à guérir. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Robert est resté à l'hôpital pendant 1 semaine. La balle avait endommagé quelques nerfs. Il a eu besoin d'une intervention chirurgicale, de kinésithérapie, mais il a survécu. Quand j'ai pu lui rendre visite, je l'ai trouvé assis dans son lit, le bras en écharpe, regardant la télé. « Salut » ai-je dit. « Salut » a-t-il répondu avec un sourire fatigué. Je me suis assise à côté de lui. « Merci de nous avoir protégés. Tu n'as pas à me remercier. C'était mon devoir. C'était plus qu'un devoir. C'était l'amour d'un père. » Il a hoché la tête. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Comment va Chloé ?»« Mieux. Petit à petit. Elle va en thérapie. Elle reconstruit sa vie. Et Étienne ? En détention préventive, en attendant son audience. Son avocat dit qu'il va plaider coupable, qu'il acceptera sa peine. Et Richard ? Aussi en prison, mais il nie toujours tout. Il dit qu'il est innocent, que Chloé ment, que je l'ai manipulé. Robert a soupiré. Les hommes comme lui n'assument jamais leurs responsabilités. Jamais. Je sais, mais ça n'a plus d'importance. Parce que Chloé est libre, et c'est tout ce qui compte. Robert m'a pris la main. Tu as bien fait, Hélène. Tu as sauvé notre fille. Non. Nous l'avons sauvée ensemble. Nous sommes restés en silence. Un silence confortable. Le silence de 2 personnes qui, bien que n'étant plus un couple, formaient toujours une équipe. 6 mois ont passé. Richard a été condamné à 8 ans de prison pour coups et blessures aggravées et menaces.
Étienne a été condamné à 5 ans pour tentative de meurtre, avec possibilité de réduction de peine pour coopération avec la justice. Chloé a divorcé. La procédure a été rapide. Étienne n'a pas contesté. Il a tout signé sans se battre. Et petit à petit, ma fille a recommencé à sourire. Elle a recommencé à venir chez moi le dimanche. Elle a recommencé à boire du café avec moi. Elle a recommencé à me raconter ses projets. Je veux ouvrir cette petite école, maman. Celle dont j'ai toujours rêvé. Alors ouvre-la. Tu penses que je peux? Je sais que tu peux. Parce que tu es forte. Plus forte que tu ne le penses. Elle a souri. Et ce sourire était réel. Il était libre. Un jour, alors que nous étions assises à la table de la cuisine, Chloé a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman, merci de ne pas avoir abandonné. Je n'allais jamais abandonner ma fille. Tu es ma fille. Et une mère n'abandonne jamais sa fille. Mais beaucoup de mères le font. Beaucoup de femmes vivent ce que j'ai vécu. Et personne ne les aide. Personne ne les écoute. C'est pourquoi tu dois raconter ton histoire, Chloé. Pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent s'en sortir, qu'elles peuvent guérir. Tu crois? Je le sais. Et c'est ce qu'elle a fait. Chloé a commencé à donner des conférences dans des centres communautaires pour les femmes qui avaient subi des violences, pour les femmes qui avaient peur de partir, pour les femmes qui pensaient qu'il n'y avait pas d'espoir. Et elle leur a dit la vérité, que partir est difficile, que ça fait mal, que ça fait peur, mais que ça en vaut la peine. Parce que la vie après la violence est possible. La paix est possible. Le bonheur est possible. Et moi, sa mère, j'étais là à chaque conférence, pour chaque larme, pour chaque sourire, parce que c'est ce que font les mères. Nous sommes là, nous protégeons, nous nous battons, même si ça nous coûte tout. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit. 2 ans au cours desquels la vie nous a appris que la justice n'arrive pas toujours rapidement, mais qu'elle arrive toujours. Richard a purgé sa peine au pénitencier d'État. Selon un ami avocat de Robert, l'homme qui avait été dans l'armée, qui inspirait autrefois la peur par sa seule présence, était devenu quelqu'un d'autre. En prison, personne ne le craignait, personne ne le respectait. Les détenus savaient pourquoi il était là. Violence contre les femmes. Et en prison, c'est une marque qui vous suit, qui vous isole. Richard n'était plus l'homme dur qui criait et frappait. C'était un vieil homme voûté qui mangeait seul, qui marchait la tête baissée, que personne ne voulait autour de lui. Un jour, j'ai reçu un appel. C'était de l'hôpital de la prison. Richard avait eu une crise cardiaque. Ce n'était pas grave, mais ce n'était pas léger non plus. Son cœur était faible, très faible. Le médecin m'a dit que Richard avait demandé à parler à un membre de sa famille, à son fils, à sa belle-fille. Mais Étienne a refusé. Il a dit qu'il n'avait rien à lui dire, que son père était mort pour lui le jour où il l'a forcé à tirer sur Robert. Et Chloé a également refusé. Pas avec colère, pas avec haine. Elle a simplement dit « Je lui ai déjà pardonné, mais cela ne signifie pas que je doive le voir. » Alors Richard s'est retrouvé seul dans ce lit d'hôpital. Pas de famille, pas de visiteurs. Personne pour lui tenir la main alors que son cœur lâchait. Il m'avait un jour traité de folle. Il m'avait un jour dit que je détruisais sa famille. Des années plus tard, j'ai appris qu'il était seul dans cet hôpital. La vie finit toujours par présenter l'addition. Je n'ai pas ressenti de joie en l'apprenant, mais je n'ai pas non plus ressenti de pitié. J'ai juste ressenti un équilibre. Parce que Richard a passé ces dernières années exactement comme il a fait sentir tant de femmes, seul, effrayé, impuissant. Étienne est sorti de prison après 3 ans. Sa peine a été réduite pour bonne conduite et pour avoir coopéré avec les autorités. Quand il est sorti, il n'avait nulle part où aller. Sa maison avait été vendue pour payer les avocats. Son père était toujours en prison. Et Chloé. Chloé avait déjà tourné la page. Il a essayé de l'appeler 1 fois, 2 fois, 10 fois. Elle n'a jamais répondu. Jusqu'à ce qu'un jour, Chloé décide de le voir. Pas parce qu'elle voulait se remettre avec lui. Pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle avait besoin de clore ce chapitre de sa vie. Ils se sont rencontrés dans un café, un lieu public et neutre. Je voulais l'accompagner, mais Chloé m'a dit « Non, maman,
C'est quelque chose que je dois faire seule. Je l'ai attendue dehors, assise sur un banc, regardant les gens passer, priant en silence. Une demi-heure plus tard, Chloé est sortie. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. « Ça va ?» ai-je demandé. « Oui, ça va. » Que s'est-il passé? Il m'a demandé pardon. Il m'a dit qu'il suivait une thérapie, qu'il comprenait tout le mal qu'il m'avait causé, que s'il pouvait remonter le temps, il ferait tout différemment. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je lui pardonnais. Mais que pardonner ne signifie pas oublier, ni revenir, ni lui donner une autre chance. Comment a-t-il réagi? Il a pleuré. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il n'attendait rien de moi, qu'il voulait juste que je sache qu'il changeait, qu'il essayait d'être une meilleure personne. Et l'as-tu cru? Chloé a réfléchi un moment. Je ne sais pas, maman. Peut-être qu'il change. Ou peut-être qu'il a juste appris à dire les bons mots. Mais ce n'est plus ma responsabilité de le découvrir. Ce n'est plus mon problème. Je l'ai serré dans mes bras. Je suis si fière de toi, ma fille. Merci, maman, pour tout. C'était la dernière fois que Chloé a vu Étienne. Des mois plus tard, j'ai appris par un ami qu'Étienne avait déménagé dans une autre ville, qu'il travaillait dans la construction, qu'il vivait seul, qu'il ne sortait avec personne, qu'il ne parlait à personne de son passé. Certains diraient que c'est triste, qu'un homme mérite une seconde chance. Et peut-être que oui. Mais pas avec la femme qui l'a blessé, pas avec la famille qui l'a détruite. Étienne a perdu Chloé pour toujours. Et c'était sa plus grande condamnation, plus grande que la prison, plus grande que le rejet de son père. Il a perdu l'amour d'une femme bien, et il ne le retrouvera jamais. Robert s'est complètement rétabli. Enfin, presque complètement. Son bras gauche n'a jamais retrouvé toute sa force. Il a dû quitter son poste d'officier de terrain et a été muté à un travail de bureau. Au début, il était frustré. Il disait que les rues lui manquaient, l'action, le sentiment d'être utile. Mais avec le temps, il a trouvé une autre façon d'être utile. Il a commencé à donner des conférences dans les écoles aux jeunes sur la violence domestique, sur la façon de reconnaître les signes d'abus, sur la façon de protéger les femmes de leur famille. Et les jeunes l'écoutaient, parce que Robert ne parlait pas comme un flic. Il parlait comme un père, comme un homme qui avait vu la douleur de près, qui avait saigné pour protéger sa fille. Un jour, après une de ses conférences, un garçon d'environ 17 ans s'est approché de lui. « Monsieur Robert, mon père frappe ma mère, et je ne sais pas quoi faire. » Robert s'est agenouillé devant lui, l'a regardé dans les yeux. « Si, tu sais quoi faire. Tu dois la protéger. Tu dois lui dire qu'elle n'est pas seule, et tu dois chercher de l'aide. Mais comment? Mon père est fort. Je ne peux pas. Tu n'as pas à te battre avec lui. Tu dois juste briser le silence. Parle à un professeur, un oncle, la police. C'est le silence qui tue. Une voix, c'est ce qui sauve. » Le garçon a pleuré, et Robert l'a serré dans ses bras. Ce soir-là, Robert m'a raconté ce qui s'était passé, et pendant qu'il parlait, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Hélène, si seulement j'avais parlé à Chloé plus tôt, si j'avais posé plus de questions, si j'avais insisté. Ne te blâme pas, Robert. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Et quand Chloé a eu besoin de toi, tu étais là. C'est ce qui compte. » Il a hoché la tête. Mais il y a tellement de Chloé, tellement de femmes qui souffrent, et personne ne fait rien. C'est pour ça que tu parles. C'est pour ça que Chloé parle. Pour que ces femmes sachent qu'il y a une issue. Robert a souri. Tu as raison. Quant à moi, ma vie a aussi changé. Après tout ce qui s'est passé, je ne pouvais pas retourner à ma routine comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas continuer à aller au travail, à vérifier des chiffres, à vivre comme si je n'avais pas vu ce que j'ai vu. J'ai démissionné de mon poste à l'entreprise textile. Après 30 ans. Mes collègues n'ont pas compris, mon patron non plus, mais moi si. J'ai compris que la vie est courte, que le temps est précieux, et qu'il y a des choses plus importantes qu'un salaire. J'ai utilisé mes économies pour ouvrir quelque chose dont j'avais toujours rêvé. Un refuge pour les femmes victimes de violences. Ce n'était pas grand,
Juste une petite maison en périphérie de la ville avec 3 chambres, une cuisine, un salon. Mais c'était un lieu sûr, un endroit où les femmes comme Chloé pouvaient venir, sans argent, sans papier, sans qu'on leur pose de questions, juste avec leur douleur et leur espoir. Chloé m'a aidée. Robert aussi. Nous avons reçu des dons, des bénévoles, des avocats qui travaillaient pro bono, des psychologues qui donnaient des thérapies gratuites, et petit à petit, ce petit endroit s'est rempli de vie, de femmes qui arrivaient brisées et repartaient entières, d'enfants qui arrivaient effrayés et repartaient en jouant, d'histoires qui arrivaient en silence et repartaient à voix haute. Un jour, une femme d'une 40aine d'années est venue au refuge. Elle avait 2 jeunes enfants avec elle. Elle avait un œil au beurre noir, une lèvre fendue. « Je peux rester ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Bien sûr, vous pouvez. C'est votre maison maintenant. » Elle a pleuré. Elle a serré ses enfants dans ses bras. « Merci. Merci de ne pas m'avoir fermé la porte. » Nous ne fermons jamais la porte ici. Jamais. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner pour toutes les femmes du refuge, j'ai pensé à Richard, à Étienne, à tous les hommes qui utilisent leur force pour détruire. Et j'ai pensé à la justice, pas la justice des tribunaux, pas la justice des lois, mais la justice du karma, la justice de la vie. Richard a fini seul, Étienne a fini vide. Et nous? Nous avons fini ensemble, fortes, reconstruites. C'est la plus grande justice, celle que personne ne peut vous enlever. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, 5 ans ont passé depuis cette nuit. 5 ans depuis le coup de feu, depuis les cris, depuis la peur. 5 ans au cours desquels j'ai appris que la douleur peut se transformer en sagesse, que les blessures peuvent devenir des cicatrices qui racontent des histoires, et que l'amour d'une mère est la force la plus puissante de l'univers. Chloé a maintenant 31 ans. Elle a ouvert sa petite école. Elle s'appelle Graines d'espoir. C'est petit mais magnifique, plein de couleurs, de rires et d'enfants qui courent et jouent. Elle est heureuse, entière, libre. Elle a rencontré quelqu'un, un homme bien, un enseignant comme elle, quelqu'un qui la traite avec respect, avec tendresse, avec un véritable amour. La première fois qu'elle me l'a présenté, j'étais nerveuse. J'avais peur de me tromper à nouveau, de faire à nouveau confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Mais quand je l'ai vue avec Chloé, quand j'ai vu comment il la regardait, comment il l'écoutait, comment il la faisait rire, j'ai su que cette fois, c'était différent. « Maman, je veux te présenter Antoine. » Antoine m'a serré la main, m'a regardé dans les yeux. « C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Bernard. Chloé m'a tant parlé de vous, de tout ce que vous avez fait pour elle. J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait. Non, pas n'importe quelle mère. Vous l'avez sauvée. Et pour cela, je vous respecterai toujours, et je prendrai toujours soin de Chloé comme vous avez pris soin d'elle. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne vous demande qu'une chose, Antoine. Aimez-la. Ne la contrôlez pas. Aimez-la pour de vrai, je le promets. Et il a tenu sa promesse. L'année dernière, Chloé et Antoine se sont mariés. C'était un mariage petit, intime, dans un jardin plein de fleurs blanches. Robert l'a conduite à l'autel. J'ai pleuré. J'ai pleuré de bonheur, de soulagement, de gratitude. Parce que cette fois, ma fille a bien choisi. Cette fois, ma fille a trouvé l'amour qu'elle méritait. Robert donne toujours des conférences, sauve toujours des vies avec ses mots. Il s'est remarié aussi, avec une femme bonne et tranquille qui l'aime et prend soin de lui. Lui et moi sommes toujours amis, toujours une équipe. Car même si notre mariage n'a pas fonctionné, notre famille, si, et c'est ce qui compte. Le refuge a grandi. Ce n'est plus seulement une petite maison. Maintenant, nous avons 2 maisons, 12 chambres, une capacité d'accueil de 20 femmes et leurs enfants. Chaque mois, de nouvelles histoires arrivent, de nouvelles larmes, de nouveaux espoirs. Et chaque mois, je vois des femmes qui arrivent brisées et repartent entières. Des femmes qui arrivent avec la peur et repartent avec le courage. Il y a quelques jours, une femme d'une 60aine d'années est venue au refuge. Elle portait une vieille valise, ses yeux étaient gonflés, ses mains tremblaient.
Je peux rester? A-t-elle demandé. Bien sûr, vous pouvez. Entrez. Elle est entrée, s'est assise dans le salon et a commencé à parler. J'ai été mariée pendant 40 ans. 40 ans à endurer, 40 ans de silence. Je pensais qu'il était trop tard, qu'à mon âge, ça ne servait à rien de partir. Mais aujourd'hui, ma petite fille m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Elle a dit « Mamie, il n'est jamais trop tard pour être heureuse. » Elle a pleuré, et j'ai pleuré avec elle. « Votre petite fille a raison, » lui ai-je dit. « Il n'est jamais trop tard. Tant que nous avons un souffle, nous pouvons recommencer. » Elle a souri. Un sourire fatigué mais réel. « Merci. Merci de m'avoir ouvert cette porte. Cette porte est toujours ouverte pour vous, pour tout le monde. Parfois, quand je suis seule, je pense à tout ce qui s'est passé, à Richard, à Étienne, à cette nuit de sang et de cris. Et je me demande si j'ai bien fait, si j'aurais pu faire les choses différemment, si j'aurais pu épargner tant de douleur à Chloé. Mais alors je la vois. Je vois ma fille sourire, je vois ma fille libre, je vois ma fille vivante. Et je comprends que oui, j'ai bien fait. Parce qu'une mère ne peut pas empêcher ses enfants de souffrir, mais elle peut être là quand ils souffrent. Elle peut les tenir, elle peut se battre pour eux, elle peut leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je ferai toujours. Il y a quelque chose que j'ai appris au cours de ces années, quelque chose que je veux partager avec toutes les femmes qui écoutent cette histoire. Si vous êtes dans une relation où l'on vous crie dessus, où l'on vous contrôle, où l'on vous fait sentir petite, partez. S'il vous plaît, partez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas que les coups deviennent plus forts. N'attendez pas que votre lumière s'éteigne complètement. Parce que vous valez plus. Tellement plus. Peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps vous êtes là, peu importe combien de fois on vous a dit que vous ne pouviez pas. Si, vous pouvez. Et vous n'êtes pas seul. Il y a des femmes comme moi, comme Chloé, comme toutes celles qui sont passées par le refuge. Des femmes qui vous croiront, qui vous soutiendront, qui marcheront avec vous. Il vous suffit de faire le premier pas, le plus difficile, le plus important, le pas vers la porte. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre. Elle n'avait pas d'adresse de retour, juste mon nom manuscrit sur l'enveloppe. Je l'ai ouverte. C'était d'Étienne. Il était écrit « Madame Bernard, je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, ni celui de Chloé, ni celui de personne. Mais je veux que vous sachiez que chaque jour je pense à ce que j'ai fait. Chaque jour je porte ce poids. Et chaque jour j'essaie d'être meilleure. Pas pour récupérer Chloé, je comprends ça. Je l'ai perdue pour toujours, et c'est juste. Mais pour que si un jour j'ai des enfants, je ne répète pas les erreurs de mon père. Pour que le cycle se termine avec moi. Merci d'avoir sauvé Chloé. Merci d'avoir fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire. Respectueusement, Étienne. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de pardon. J'ai juste ressenti rien, parce qu'Étienne ne fait plus partie de nos vies. Peu importe ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il fait, la seule chose qui compte, c'est que Chloé va bien, qu'elle est vivante, qu'elle est heureuse. J'ai mis la lettre dans un tiroir et je ne l'ai plus jamais lue. Aujourd'hui, alors que le soleil se couche derrière les montagnes, je suis assise sur ma terrasse arrière. J'ai une tasse de café à la cannelle dans les mains. Le même genre de tasse que Chloé utilisait quand elle était petite. Je pense à tout le chemin parcouru, à tout ce que nous avons perdu, à tout ce que nous avons gagné. Et je comprends que la vie n'est pas parfaite, qu'elle n'a pas toujours des fins heureuses, que parfois la justice est lente, que parfois la douleur dure des années, que parfois les cicatrices ne s'effacent jamais. Mais je comprends aussi que la vie continue, que l'amour continue, que l'espoir continue. Et que tant qu'il y aura des femmes prêtes à se battre, à briser le silence, à ouvrir des portes, il y aura un avenir, il y aura la liberté, il y aura la paix. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, elle en aura valu la peine. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une mère à agir, elle en aura valu la peine. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une personne à comprendre que le véritable amour ne fait pas de mal, elle en aura valu la peine.
Parce que les histoires ne sont pas racontées seulement pour se souvenir du passé. Elles sont racontées pour changer l'avenir. Et c'est mon cadeau pour vous toutes, pour toutes les femmes qui ont besoin d'entendre que oui, c'est possible, que oui, il y a une issue, que oui, il y a une vie après la douleur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'être ici, merci de m'avoir cru, et si vous traversez quelque chose de similaire, si vous connaissez quelqu'un qui souffre, s'il vous plaît, agissez. N'attendez pas, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce que le silence tue, mais une voix sauve. Et ensemble, nous pouvons en sauver beaucoup plus. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour entendre d'autres histoires de femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire comme celle-ci peut changer toute une journée. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. H.